Ma présentation s'intitule « Historique de relations entre le Burundi et le Saint-Siège ». J'aborde le thème sous l'angle historique. Je vous présente d'abord le plan de mon exposé. Premièrement, je parle de l'Église catholique, une vieille institution alliée au pouvoir colonial. Je vais parler de l'arrivée des missionnaires. Je vais être bref parce que mon collègue, je sais qu'il abordera aussi de manière beaucoup plus analytique ces questions. Je vais parler du traité de Kiganda, où les missionnaires de Mugera ont joué un rôle de médiateur. Je vais parler des violations massives et graves des droits de l'homme qu'on observait à l'époque. Dans un deuxième temps, je vais parler de l'indépendance nationale et de l'érection de la première nonciature apostolique en Afrique. L'indépendance nationale a été proclamée le 1er juillet, sans faste. Il n'y a pas eu de festivités à l'époque. Je vais évoquer les festivités organisées du 27 au 30 décembre 1962 en présence de Monseigneur Grols, Antoine Grols, qui était archevêque à Gitega. Je vais évoquer cette érection de la première nonciature apostolique sur le continent africain. En troisième position, je vais parler du génocide de 1972 contre les Bahutus, l'Église catholique, victime et complice. Je vais éclaircir tout ça. Je vais évoquer les événements sanglants précurseurs, la liste des prêtres et des religieux victimes, les accusations de complicité face à ce génocide. C'est toujours dans la perspective historique. Je vais parler de l'ère Bagaza, du système de persécution sur fond de problèmes ethniques. Je vais parler de l'ère Buyoya, normalisation, détente et paix éphémère. Je vais évoquer les années de guerre civile avec les péripéties douloureuses qui ont frappé aussi les clercs. En septième position, je vais parler de l'état des lieux depuis l'accession au pouvoir du CNDD-FDD. J'évoquerai la visite du président Pierre Nkurunziza au Saint-Siège, qui a eu un bon résultat que vous connaissez, qui aura été la signature de l'accord cadre entre le Saint-Siège et le Burundi. Et dans l'actualité, je vais parler de l'accréditation du nouveau nonce apostolique qui est avec nous, Monseigneur Dieudonné Datonou. Et je vais, pour finir, parler de la visite du président Évariste Ndayishimiye au Saint-Siège. Voilà donc pour le menu. Il est assez chargé, mais je pense que vous pourrez facilement le suivre. Bon, nous commençons donc l'exposé proprement dit avec comme titre l'Église catholique, une vieille institution alliée au pouvoir colonial. L'arrivée des missionnaires et fondation des premières missions avec l'appui, bien entendu, du pouvoir colonial.
L'introduction de l'Église au Burundi date de la fin du 19e siècle. Elle a été l'œuvre des missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, plus connue sous le nom de Père Blanc, sous la houlette du cardinal Lavigerie. C'est à la date du 15 mai 1879. C'est à la date du 15 mai 1879 que les premiers missionnaires sont arrivés à Rumongue. Ils ont été bien accueillis, mais à la fin, ça a tourné au drame et ils ont été assassinés. Nous honorons à ce sujet la mémoire des pères Denio et Ogier et d'un auxiliaire laïque qui était avec eux, Dope. En dépit de cette tragédie, les missionnaires n'ont pas été découragés. Ils ont fait une autre tentative sans succès du côté d'Ouzigué. Ouzigué, c'est ici, à Bujumbura. Mais de nouveau, ils ont été chassés. C'est finalement à Mouyaga, à l'extrême est du pays, dans la région d'Obuyogoma, que l'intervention des Allemands pour soumettre le chef réfractaire Muzazi va permettre la fondation de la première mission catholique au Burundi, dirigée par le père hollandais Johannes van der Boert. C'est en 1896. Vous pouvez vraiment noter cette date de 1896. Suivront peu après celle-ci les missions de Mugera, 1899, de Buhonga, 1902, de Kanyinya, 1905, de Rugari, 1909. C'était pendant la période coloniale allemande. Comme vous le savez, les Allemands seront défaits pendant la Première Guerre mondiale et déjà au Burundi, ils vont être chassés par les troupes belgo-anglaises en 1916. Les chiffres de la fondation des missions vont donc s'accélérer avec la période coloniale belge. C'est vrai que les Belges arrivent en 1916, c'est encore pendant la Première Guerre mondiale, et vous savez que la Première Guerre mondiale va se terminer par le traité de Versailles en 1919, où les puissances vainqueurs vont chasser les Allemands de leur colonie. Et c'est ainsi que le Burundi sera, entre guillemets, une colonie belge. Bon, je vais plus loin, mais si vous me permettez, je retourne un peu au traité de Kiganda. Le traité de Kiganda, c'est le 6 juin 1903. C'est le traité qui marque la soumission du roi Mwezi Gisabo au pouvoir colonial allemand. Les guerres germano-burundaises, les guerres de conquête du Burundi ont été opérées avec les lances et les flèches contre des mitrailleuses. C'est un combat inégal. Le roi Mwezi Gisabo a essayé de résister. Il a essayé de se cacher. Une fois qu'on allait l'attraper, il y a un homme dévoué qui a pris ses habits et qui s'est fait abattre en sa place. Et comme il y avait ces combats, cette chasse à l'homme, ce sont les missionnaires de Mugera qui sont intervenus pour conseiller au roi Mwezi Gisabo d'accepter la colonisation allemande.
L'image, vous la connaissez, elle est classique. Je demande qu'on vous la montre. L'image du traité de Kiganda, l'image officielle. C'est là qui est devenu officiel. On ne montre pas les von Grauwelt, la délégation allemande, mais on montre le roi Mwezi-Gisabo, le vieux roi Mwezi-Gisabo, assis entre les pères de Soigny et Bono, qui avait vraiment fait le médiateur pour que ces guerres de conquête puissent prendre fin. S'agissant de la croissance de la population catholique, je peux vous donner quelques chiffres. On enregistre 34 chrétiens en 1900. J'ai consulté un tableau avec les chiffres, mais déjà, en 1900, nous avons sur tout le territoire national 34 chrétiens. 292 chrétiens en 1905, 589 en 1907 et en 1909, on franchit déjà le cap de 1000. Et ce sont des chiffres qui iront toujours croissant au fur et à mesure de la fondation des missions. Bon, une petite carte que vous connaissez sans doute, qui vous donne les premières missions. Je ne vais pas continuer avec ce rythme, certainement que mon collègue conférencier vous en parlera. J'en viens maintenant aux violations massives et graves des droits de l'homme. La colonisation, elle a été condamnée comme un crime contre l'humanité dans une conférence internationale qui s'est tenue pour mémoire à Durban, en Afrique du Sud. Un crime contre l'humanité. Le pouvoir colonial et l'Église catholique partageaient donc, en quelque sorte, la même idéologie de ce que l'on appelait à l'époque la mission civilisatrice. Un peu partout, en Afrique et dans le monde, le pouvoir colonial s'est installé par la force armée et prospéré grâce au système des travaux forcés, en réquisitionnant de la main-d'œuvre, en réquisitionnant des vivres. On se souviendra ici du slogan historique Zanama Gizana Masolo, les œufs et le beurre, avec le recours à des traitements inhumains et dégradants, la chicote, Kimoko, les emprisonnements, Umunyoro Changagasho, et les pillages, et j'en passe. La construction des missions et l'entretien des missionnaires exigeaient des réquisitions importantes en termes de main-d'œuvre pour le portage, les chantiers proprement dits, le matériel, les vivres, etc. Parfois, les missions étaient des centres importants avec beaucoup de services qui n'étaient pas payés. Et la mobilisation pour les constructions, pour l'entretien des églises, la mobilisation de la population était assurée par les autorités coloniales. Je ne vais pas m'y étendre longuement. Vous savez, moi je suis commissaire à la commission Vérité et Réconciliation, qui a pour mission d'analyser, d'étudier et d'analyser les violations des droits de l'homme par le passé, dans le passé. Je salue la présence du président de la commission Vérité et Réconciliation ici. Mais force est de constater que
les droits culturels et religieux des Burundais ont été systématiquement bafoués. Les croyances traditionnelles ont été combattues. Des symboles ont été désacralisés, voire détruits. L'implantation du christianisme supposait l'éradication des croyances ancestrales et l'adoption de nouvelles valeurs avec des conséquences graves de perte de repères culturels. Ça, c'est indéniable. L'implantation du christianisme supposait l'éradication des valeurs ancestrales, des valeurs culturelles ancestrales, parfois avec brutalité. Bon, le moment viendra, peut-être, nous ne sommes pas encore ici au Burundi, où le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale ira négocier avec nos anciens colonisateurs les questions de réparation, de restitution, de demande de pardon, etc. Nous supposerons qu'à ce moment, peut-être, l'Église catholique pourra servir de médiateur et aider dans ce genre de négociation. Ça, c'est des questions peut-être qu'il n'est pas opportun d'aborder ici, qui seront abordées ultérieurement, comme d'autres pays l'ont déjà fait avec les anciennes puissances coloniales. Je ne vais pas donner des exemples, mais c'est des démarches qui sont en cours au niveau de plusieurs pays. J'aborde le point 2, c'est important, qui nous réunit. L'indépendance nationale et élection de la première nonciature apostolique en Afrique. La première nonciature apostolique en Afrique. Si vous avez été attentif à la prière qui a été prononcée par Monseigneur Stanislas Kaburungu, l'évêque émérite d'Ongozi et le doyen de l'épiscopat du Burundi, il a donné quelques repères. L'indépendance nationale a été célébrée le 1er juillet 1962, sans faste, sans tambour. La cérémonie officielle a consisté en la descente du drapeau belge et au hissement du drapeau national du Burundi, sans autre cérémonie. Il n'y a pas eu de discours, il n'y a pas eu de festivité à ce moment-là. Sans doute, me dis-je, puisque j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de lectures, le Burundi était encore sous le choc de deux événements dramatiques, à savoir l'assassinat du prince Louis Rwagasore, intervenu le 13 octobre 1961. Bon, le 2 juillet 1962, c'est vraiment rapproché. Et les massacres des syndicalistes Bahutu à Kamenge en janvier 1962. Le Burundi était encore sous la torpeur. C'est au moment où on organisait le procès controversé des assassins du prince Louis Rwagasore. Et d'ailleurs, avant l'indépendance, la Belgique avait tenu à poser un geste comment est-ce qu'il a été tué, le tueur là, qui a tiré sur Rwagasore, le jeune prêtre Kajolidis. Kajolidis a été pendu le 30 juin, juste la veille de l'indépendance. C'est des événements qui créent de la torpeur. Il était difficile de fêter dans ces conditions. Les festivités ont été organisées du 27 au 30
septembre 1962. Ici, je souligne en présence de l'archevêque de Gitega à l'époque, Monseigneur Grols. Il faudra donc attendre le mois de novembre, non, le mois de septembre, pour que le pays puisse organiser les cérémonies de célébration de l'indépendance nationale. Et ces cérémonies ont été organisées 4 jours durant, soit du 27 au 30 septembre 1962. C'est à cette occasion que l'hymne national Burundi Bwachu a été chanté pour la première fois. Je suis heureux que Monseigneur Stanislas Kaburungu soit dans cette salle parce qu'il relève un constat important. Ce n'est pas Monseigneur Michel Nuyahaga, évêque de la capitale, qui a présidé les cérémonies religieuses et le Tédéum d'Action de grâce. C'est bel et bien Monseigneur Antoine Grols, l'archevêque de Gitega, qui a dû faire le déplacement pour cela. Monseigneur Kaburungu m'explique que l'archevêque Grols était beaucoup plus un jeune partisan de l'indépendance nationale comparé à Monseigneur Nuyahaga. Bon, il est dans la salle, il pourra peut-être le préciser. Moi, cette position de Monseigneur Grols, pour moi, pourrait s'expliquer comme suit. Ici, je vais dire quelque chose de très important dans l'histoire tragique du Burundi. Monseigneur Grols avait voulu, c'est mon analyse, avait voulu se positionner comme Monseigneur Pérodin au Rwanda. Vous connaissez, vous êtes au courant du rôle que Monseigneur Pérodin jouait au Rwanda pendant ces années d'accession à l'indépendance. Il était le père spirituel et le parrain de Jean Hirouama, son ancien secrétaire particulier. Jean Hirouama a été inculpé dans l'affaire de l'assassinat des syndicalistes de Bahutu de Kamenge en janvier 1962, puis acquitté. Il était le ministre de l'Intérieur. À l'époque, c'était sous le gouvernement Muhigwa, qui avait remplacé le gouvernement du prince Louis Rwagasore. Il est important de considérer le cas de Jean Hirouama comme une clé pour comprendre les drames du Burundi post-colonial. Jean Hirouama était un Mututsi Muhima, qui était ministre de l'Intérieur au moment des faits, comme je vous le dis. Il était un ancien secrétaire de Monseigneur Antoine Grols, et on le présente comme quelqu'un qui sut exploiter le support de l'Église catholique pour le compte du parti Prona durant les campagnes électorales qui ont précédé l'indépendance. C'était un chroniste activiste. C'était un ancien séminariste, communationaliste, mais profondément anti-Hutu et anti-monarchiste. Ici, c'est une citation que je fais. Il était pourtant un ami intime du prince Louis Rwagasore et figure parmi les fondateurs du parti Prona. Il fut ministre des Affaires sociales sous le gouvernement Rwagasore et sera ministre de l'Intérieur, comme je vous le dis, dans le gouvernement Muhigwa qui remplace le gouvernement de Rwagasore. Et il apparaît que Jean Hirouama avait une mission spéciale à accomplir, décidée par la tutelle et l'Église catholique, en vue de faire accéder les Bahima au pouvoir. Voilà donc un peu le contenu de l'analyse que je suis en train de faire. Albert Chibura, qui a fait un écrit
un ouvrage de témoignage, témoigne quand en 1959, Monseigneur Perraudin du Rwanda envoya Kayibanda en stage chez les syndicalo-chrétiens belges au Burundi, Monseigneur Gross a envoyé Jean Hirouama pour faire le même stage. Parce que Jean Hirouama avait été pressenti par Monseigneur Gross comme un homme idéal qui devait conduire les Bahima au pouvoir. Je poursuis l'analyse. L'Église catholique et le pouvoir colonial avaient depuis longtemps préparé la succession au Burundi. Le roi Mwambutsa était considéré comme une nullité, tout comme son prédécesseur Mutaga. Le pouvoir ne pouvait pas être mis dans les mains d'Amutrusi Munyaruguru, car proche du pouvoir monarchique, ni dans celle d'Amuhutu, car il voulait expérimenter autre chose qu'au Rwanda. Les stratèges, les maîtres de son monde planifient toujours les choses à l'avance. Planifient toujours les choses à l'avance. Et quand il y a un pouvoir dominé par les Bahutu au Burundi, il ne peut pas y avoir un pouvoir dominé par les Batutsi au Rwanda et vice-versa. Semble-t-il, ici je ne m'aventure pas trop dans ce genre de questions. Mais je vais revenir au sujet qui nous intéresse, à savoir l'élection de la première nonciature apostolique sur le continent africain. Monseigneur Kaburungu, qui est parmi nous et qui est une mémoire vivante, j'étais allé le rencontrer vendredi le 3 février à Boussiga où il réside, et le curé de la parole de Boussiga me représentait comme Ikinjana de notre siècle. Mais quand je lui ai parlé de cela, c'était que Kinjana, il n'a pas bien compris. Mais il rappelle que par rapport à l'agenda du souverain pontife Jean XXIII, la première session du Concile Vatican II s'est tenue du 11 au 8 décembre 1962. Ici, j'essaie de voir la disponibilité du souverain pontife, parce que aussitôt après la session du Burundi à l'indépendance, le roi Mwambutsa a souhaité rendre visite au souverain pontife. Bon, le roi Mwambutsa, même si certaines analyses disent qu'il était une nullité, a fait un travail diplomatique remarquable. On l'a vu avec De Gaulle et on l'a vu avec beaucoup de grandes personnes de cette époque-là. C'est juste donc après le concile Vatican II, une semaine plus tard, le 16 décembre, que le pape Jean XXII a reçu la visite officielle du roi Mwambutsa à la tête d'une forte délégation. Le roi offrit au Saint-Père un terrain destiné à la construction d'une nonciature. À l'occasion de cette visite, je crois. Le 11 février 1963, c'est tout au début de l'année, le pape promulgua la lettre apostolique Christiane Veritatis, par laquelle il érigea la nonciature apostolique au Burundi. Le royaume du Burundi fut ainsi le premier pays d'Afrique à nouer des relations diplomatiques avec le Saint-Siège au rang d'ambassade. Au rang d'ambassade. Le premier pays d'Afrique indépendante à nouer des relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Ça mérite d'être applaudi. Le premier nonce apostolique fut Monseigneur Vito Roberti,
Et il fut décidé qu'il soit en même temps doyen du corps diplomatique et consulaire au Burundi. Hein. J'ai fait une photo souvenir de cette rencontre du 3 février dernier. Monseigneur Kaburungu a souligné que le roi Mwambutsa n'était pas pourtant le premier souverain d'un pays d'Afrique indépendant à être reçu par le souverain pontife. Pour souligner vraiment la faveur, pour souligner que cette décision du pape a surpris. Bien avant lui, le pape avait accueilli 3 présidents africains, à savoir le président de la Haute-Volta, actuel Bénin, non, actuel Burkina Faso, en date du 24 avril 1962, le président du Dahomey, en date du 25 septembre 1962, et le président du Sénégal, en date du 10 octobre 1962. On ne sait pas pourquoi ils n'ont pas eu cette faveur que les relations diplomatiques soient établies dans ces pays alors qu'ils avaient visité le souverain pontife bien avant Mwambutsa. Mais la première nonciature fut ouverte au Burundi. Et pour Monseigneur Kaburungu, je suis heureux de citer un homme qui est ici. Le pape Jean XXIII a voulu donner le message fort qu'il n'existe pas de petit État dans les relations diplomatiques. Il n'existe pas de petit État au niveau des relations diplomatiques. Son message est très important en diplomatie. Et je fais un clin d'œil à nos diplomates qu'ils doivent intérioriser son message et réaliser leur mission sans aucun complexe. Monseigneur Kaburungu relève à cet égard que les 2 premiers nonces couvraient comme zone de juridiction le Burundi, le Rwanda et le Congo-Kinshasa. Les 3 suivants ne couvraient que le Burundi et le Rwanda. Et depuis 1978, le nonce apostolique ne couvre que le seul Burundi. Ici, des précisions peuvent peut-être être fournies. Ce qui est en fait rare, car le nonce apostolique ne couvre qu'un seul pays. Ceci est très révélateur de l'importance que le Saint-Siège attache au Burundi. Le temps presse. Il déplore que le Burundi ne dispose pas jusqu'aujourd'hui d'ambassadeurs résidant auprès du Saint-Siège. Et de cette manière, le Burundi se prive de la faveur de pouvoir être un jour le président du corps, le doyen du corps diplomatique des ambassadeurs accrédités auprès du Saint-Siège. Bon, j'aborde le 3e point, le génocide contre les Bahutus, l'Église catholique, victime et complice. En 1972, un génocide a été perpétré contre les Bahutus au Burundi. Des crimes contre l'humanité ont été commis contre les Bahutus, surtout au territoire national. Des crimes contre l'humanité ont été commis contre les Batutsi dans le sud du pays, en particulier sur le littoral du lac Tanganyika. Des crimes contre l'humanité ont été commis contre les Batwa en région de Moire. C'est le résultat des investigations menées par la Commission Vérité et Réconciliation, lesquels résultats ont été entérinés par le Parlement du Burundi réuni en congrès en date du 20 décembre 2022. Le génocide de 1972 est le premier génocide perpétré en Afrique post-coloniale. La CVR a relevé les 10 étapes vers le génocide. Il y a toujours une phase préparatoire et une phase opérationnelle. Le génocide est commis par l'État, avec les moyens de l'État, contre une cible préalablement identifiée. Le génocide de 1972
visait l'anéantissement de l'élite Hutu afin d'assurer au Batutsi Bahima une mainmise totale sur le pouvoir. Je rappelle les événements sanglants parce que l'histoire du Burundi est marquée par des épisodes les uns plus sanglants que les autres. J'ai parlé de l'assassinat des leaders syndicalistes Bahutu, de Kamenge en janvier 62. Je parle de l'assassinat du prélat Mobutu, Monseigneur Gabriel Gihimbare, le 19 décembre 1964. 15 janvier 1965, l'assassinat du premier ministre Mobutu, Pierre Ngenda Doumwe. 1965, tentative de coup d'État contre la monarchie et élimination des hauts cadres politiques, militaires et civils, Bahutu. 1965 toujours, massacre des Batutsi, des Bahutu et des Batwa dans les communes de Busangana et de Bugarama en province Muramvya. 1966, renversement de la monarchie, début de l'exclusion des Baganois et de la montée en puissance des Bahima. 1969, allégation de coup d'État attribué à des cadres militaires et politiques Bahutu, suivi de plusieurs arrestations, de procès et d'exécutions expéditives. Voilà pour les dates. Ce n'est pas tout. Là, nous sommes en 69. En 1971, tentative de coup d'État attribuée aux Tutsi Banyaruguru et aux monarchistes, arrestation, procès, condamnation et mesures d'amnistie. 1972, extradition et arrestation et assassinat de l'ex-roi Nare V. 1972-1973, génocide contre les Bahutus. Comme je l'ai dit, crime contre l'humanité, contre les Bahutus, les Batutsi et les Batwa. Ces drames successifs qui ont emporté plusieurs milliers de vies humaines innocentes étaient conçus au sein d'un cercle restreint où émergeaient des personnalités comme Jean Rwama, François Bangemou, Kim Nyongabo, le capitaine Michel Michombero, Albert Shibura, Temo Simbananiye, et j'en passe. Ce sont des vérités qu'il faut oser dire aujourd'hui. Je vous donne les listes des prêtres et de religieux qui ont été victimes de ce génocide. Les hommes et les femmes d'église qui ont été assassinés au cours de ce génocide. Et dans les crises antérieures. Parmi ces victimes, il convient de citer en premier lieu Monseigneur Gabriel Gihimbare, assassiné en décembre 1964. Originaire d'Ogiheta, il était un prêtre dynamique qui avait été nommé évêque auxiliaire d'Ogitega. Il était en même temps aumônier de l'armée nationale. Il a été assassiné à Kirundo alors qu'il allait dire adieu, dire au revoir aux militaires qui étaient dans des manœuvres militaires, et un militaire a tiré sur lui à bout portant. Ça questionne beaucoup parce que son collègue Moutous, qui s'appelait Thomas Marouera, lui avait interdit des conseils de faire ce voyage. Et la suite des événements a montré qu'il s'agissait bel et bien d'un assassinat crapuleux, d'un crime crapuleux. La commission Vérité et Réconciliation a fait beaucoup d'enquêtes sur ce crime et il ne me revient pas d'en dire les résultats ici. En deuxième lieu, il y a le cas de l'abbé Lahungu Marc en 1969, qui était économe général au diocèse d'Ongozi, qui dirigeait Monseigneur Stanislas Kaburungu. Il est formel, il n'y a pas eu de preuves, il n'y avait pas de preuves. Il a été accusé d'avoir caché des armes à l'évêché d'Ongozi, tout ça. Mais les enquêtes ont révélé que c'était un pur montage.
mais il sera quand même jugé et condamné à 25 ans de prison. Et le génocide de 1972 va le trouver en prison de Rumonge où il sera tué. Bon, la liste des prêtres assassinés, elle est connue. On dénombre au niveau de l'archidiocèse de Gitega 6 prêtres tués, dont le célèbre écrivain, l'abbé Michel Kayoya. On dénombre au niveau du diocèse de Ngozi 5 prêtres tués. On dénombre au niveau du diocèse de Bujumbura 5 prêtres tués. On dénombre au niveau du diocèse de Muyinga 3 prêtres tués. On dénombre au niveau du diocèse de Bururi 0 prêtres tués. Nos investigations révèlent qu'il n'y avait pas un seul Mobutu prêtre dans ce diocèse, un seul Mobutu prêtre communautaire dans ce diocèse à l'époque. En 1972, les congrégations religieuses, qu'elles soient masculines ou féminines, déplorèrent aussi des disparitions tragiques. C'est un témoignage aussi que Monseigneur Stanislas Kaburungu aime donner. L'arrestation de sœur Hyacinthe, supérieure de Ruganza, une jeune religieuse pleine de générosité qui fut arrêtée par le gouverneur militaire Bizoza et transférée à la prison de Gitega où il fut tué. Son arrestation a choqué. Et Monseigneur Kaburungu, parce que la parole de Ruganza, c'était dans son diocèse, et il est affirmatif que toutes les personnes arrêtées n'avaient pas participé à des réunions pour massacrer les Batutsi, y compris les prêtres de son diocèse, qui pleurent toujours parce que ces prêtres étaient de sa génération. Vous comprenez? Ce sont des sentiments humains. On ne va pas tout relever, mais je connais par exemple personnellement la congrégation des frères de Notre-Dame de la Miséricorde, parce que je suis de la paroisse de Moufeni au diocèse d'Ongozi. Il y avait une école moyenne pédagogique. Tous les frères, à commencer par le frère directeur de l'école, qui s'appelait Baka Meroui, et d'autres frères ont été assassinés au courant de ces événements. Concernant les accusations de complicité de l'Église catholique face à ce génocide, ce sont des accusations qui sont adressées à la hiérarchie de l'Église catholique. Je donne le tableau de l'épiscopat en 1972. 2 Batutsi, 2 Bahutu en Belge. Mais ce sont les prélats Batutsi qui étaient les véritables interlocuteurs du pouvoir. Et ce sont ces prélats-là qui sont les principales cibles des accusations en tant que porte-parole de l'hiérarchie catholique, à savoir Monseigneur André Makarakiza, l'archevêque, et l'évêque de la capitale, Monseigneur Michel Nuyahaga. À titre d'exemple, bon, je ne vais pas, je parle trop de l'évêque Stanislas Kaburungu, qui avait été menacé et assigné à résidence surveillée par le gouverneur militaire Joseph Bizoza. Mais les critiques qui sont adressées à l'Église catholique analysent les messages qui ont été délivrés par ces prélats, en particulier les messages de Monseigneur Nuyahaga, l'évêque de la capitale. Leur portée était très grande dans la mesure où cet évêque représentait l'épiscopat dans la capitale et dans les cérémonies officielles publiques. Et le premier message qui est critiqué, c'est la lettre qu'il a écrite
le 5 mai 1972, qui se faisait écho de la version officielle des événements. La radio a parlé, hein. Des hommes se sont transformés en des bêtes sauvages, etc. C'est un discours qui a été perçu comme un appui au pouvoir génocidaire du président Michombero. Un autre message de réconfort au régime génocidaire a été rédigé par l'archevêque de Gitega, Monseigneur Antoine Makarakiza, en date du 10 mai, André Makarakiza, en date du 10 mai 1972. Ce sont des documents archives auxquels vous pouvez tous accéder et mettre votre avis là-dessus. Mais ces discours et l'attitude de l'Église catholique officielle ont alimenté, ont généré une crise interne au sein de l'Église. Parce que les missionnaires étrangers, à leur qualité de collaborateurs dans le ministère et témoins privilégiés des événements, se sont exprimés à travers une confidence officielle, confidentielle mais devenue officielle, pour condamner l'attitude de la hiérarchie catholique. Certains sont partis, et cette note confidentielle avait créé un grand malaise au sein de l'Église catholique. C'est un document qui se termine par un appel à la hiérarchie catholique afin qu'elle prenne une position ferme et sans ambiguïté au sujet de ces événements tragiques et intervienne efficacement auprès des autorités. C'était l'une de je veux dire, entre l'Église catholique et le régime Michombero perdurera jusqu'à la chute de ce dernier en 1966. Maintenant, les Bagaza, durcissement et persécution sur fond de problèmes ethniques. On a parlé du conflit Église-État, mais mon interprétation, c'était que c'est une crise qui avait dans son essence un fond ethnique. Je reviens sur le cas Bagaza. C'est une personnalité qui était complexe. C'est pas quelqu'un qui était innocent par rapport au génocide de 1972, dans la mesure où il était le chef adjoint de l'état-major de l'armée burundaise. Des mesures anticléricales en cascade ont été prises, et à mon analyse et à l'analyse de beaucoup d'autres personnes, les milieux de l'Église catholique étaient considérés comme des bastions, des Bahutus, que le pouvoir n'arrivait pas à contrôler. Le régime parlait d'un État dans l'État, que l'État doit être le seul gestionnaire de la société, mais ça cachait ce que ça voulait cacher. Dans la mesure où, c'est à l'époque où les mesures discriminatoires contre les Bahutus, notamment dans l'éducation, étaient affinées avec un système de filtrage ethnique. Ici, je peux en parler aisément puisque j'étais déjà sur le terrain. J'ai enseigné au petit séminaire de Moreke, au séminaire moyen de Borassila. Le combat contre les communautés religieuses de base, dites Sahwanya, qui avait été instaurée par l'Église catholique à partir des années 1975, je crois. Ici, je mets mes gants. C'était pour éviter cette conscience à la base. Le pouvoir disait que c'était inspiré de la théologie de la libération et que les masses risquaient d'être comment dire, révoltées contre le régime Bagaza. Je donne une chronologie de ces mesures fortes
d'expulsion des missionnaires, d'emprisonnement des prêtres, de mainmise sur les écoles de l'Église catholique, etc., etc. Si vous voulez mon document, vous pouvez le lire. J'avais pensé que j'avais beaucoup de temps, mais le temps presse. J'en arrive au point 5. Faut qu'on fasse vite défiler. L'ère Bouyoya, normalisation des tentes et paix éphémères. Quand Bouyoya arrive au pouvoir, c'est au grand soulagement, surtout au niveau de l'Église catholique, parce qu'il va prendre des mesures de normalisation et de détente. Bon, c'est à ce moment-là qu'éclate la crise de Ngega Marangara, avec son cortège de malheurs, les massacres de population, l'exil massif des populations. Et c'est dans ce contexte-là que le major Pierre Bouyoya tente des mesures pour résoudre le conflit ethnique. Vous avez tous suivi ce qui était derrière cette politique de l'unité nationale. C'est à ce moment-là que le pape Jean-Paul II effectue une visite au Burundi pour apporter un message de paix et de réconciliation et encourager le régime dans ses mesures de tentative de solution du conflit ethnique. La visite du pape Jean-Paul II au Burundi fut un grand événement. Je vous projette une image, l'image du monument. Je l'ai prise hier, j'étais à Gitega. Le monument dédié à Jean-Paul II, au grand séminaire Jean-Paul II de Gitega. Les années de guerre civile, je parle d'octobre 1993 à 2005. Ce sont des années de guerre civile. Et je relève aussi le cas de quelques hommes et femmes d'église qui ont été assassinés durant ces années tragiques. Vous pouvez suivre les dates. Ce n'est pas exhaustif, mais je dois quand même ici relever l'assassinat des pères xavériens de nationalité italienne le 30 septembre 1995. Je relève et je dois relever l'assassinat de l'archevêque de Gitega, Monseigneur Joachim Rubuna, sur la Mubarazi, entre les communes de Mutaho et Bugendana. Mon collègue le frère Emmanuel y reviendra certainement. J'ai aussi pris la photo du monument qui lui a été dédié à Gitega, à Mouchacha, en allant vers l'archevêché. Et nous déplorons l'embuscade des mortiers qui a été tendue contre le véhicule du nonce apostolique du Burundi, Monseigneur Courtenay, Michel Courtenay, et à Minago, en actuelle province de Rumongue. Il a été assassiné le 29 décembre 2003. Ce fut un grand choc, un grand événement dramatique qui aurait pu même décourager, mais tel ne fut pas vraiment le cas. Et vous voyez ce monument, c'est une date qui est triste, qui est célébrée, je crois, chaque année. Et pour terminer, le point 7, l'état des relations depuis l'avènement du CNDD-FDD, des valeurs et des visions partagées. Nous avons parlé de la visite du roi Mwambutsa en fin 1962. C'est le président Pierre Nkurunziza qui sera le deuxième chef d'État à rendre visite au Saint-Siège.
C'était le 17 novembre 2009. Et c'est des entretiens qu'il a eu avec le pape qui ont permis d'accélérer les négociations en vue de la signature de l'accord cadre qui fut signé le 6 novembre 2012 de manière vraiment solennelle. J'ai eu le privilège, j'ai eu l'honneur de signer sur ce document. J'avais tenu à accélérer les négociations parce que je suis très très reconnaissant personnellement envers l'Église catholique et les négociations avaient pu aboutir rapidement. Et ainsi le Burundi devenait le 3e pays africain après le Gabon et le Mozambique a signé un accord cadre avec le Vatican. Et au niveau mondial, le Burundi devenait le 44e pays à conclure ce genre d'accord avec le Saint-Siège. Je parle surtout des visites de chefs d'État, mais je n'oublie pas à un niveau ministériel aussi, les visites, les passages, les contacts avec Rome étaient réguliers. En commençant par moi-même qui ai rencontré le pape Benoît, XVI et le pape François qu'il avait succédé. Bon, on défile vite. Je suis vers la fin, je dois tranquilliser l'organisation de la cérémonie. Je parle de l'accréditation du nouveau nonce apostolique, Monseigneur Dieudonné Datonou, qui est ici présent. Pourquoi est-ce que je parle de cette accréditation? Je n'ai pas parlé d'autres vaillants serviteurs du Christ qui l'ont précédé. C'est dans le fait des événements. Ce n'est pas parce qu'il est le premier nonce apostolique d'origine africaine. Il est béninois, mais c'est à cause des événements que nous sommes en train de vivre même aujourd'hui. Il a présenté ses lettres de créance et délivré des messages importants, dont notamment l'invitation du chef de l'État actuel à visiter le Saint-Siège. Le président de la République a visité le Saint-Siège en date du 26 mars 2022. Et c'est vraiment de l'actualité. Vous avez tous suivi cette visite. Le projet important qu'il a pu présenter avec un engagement du gouvernement du Burundi a contribué, c'est la construction d'une basilique sur la colline sacrée de Mugera. La Lourde burundaise, le gouvernement s'est engagé à contribuer à cette construction. Le pape François s'est engagé à visiter le Burundi au courant de cette année. Est-ce qu'après cette visite récente à Kinshasa et au sud du Soudan, est-ce que ce sera possible? Mais nous souhaitons beaucoup cette visite du pape comme promis lors de la visite de notre chef d'État. En guise de conclusion, depuis 60 ans, les valeurs et les visions sont partagées entre le Saint-Siège et le Burundi dans le fond. Ce sont les valeurs de paix et de fraternité que professe l'Évangile. Certains régimes ont bafoué sérieusement les droits de l'homme et donc ébranlé ces valeurs, mais avec le régime actuel, plus que jamais, il croit dur comme le fait. Je vous remercie de votre aimable attention. J'ai pas été.
Oui, c'est bon. Non, vous n'avez pas été très long.